Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et illustrée. La présentation d'aujourd'hui est à propos de la paralysie faciale de Bell. Alors, pour bien comprendre la paralysie faciale, il est nécessaire de procéder à un rappel anatomique du nerf facial, de son origine et de son action. Ensuite, nous allons passer à l'action du, du nerf brachiomoteur, l'action du stépilus, l'action de la corde tympanique, l'action du déficit des branches terminales, la fracture de l'os temporal, les lésions du motoneurone supérieur et les lésions du motoneurone inférieur, le syndrome de Ramsay-Hunt, les tumeurs de huitième paire schwannioma, et puis nous allons terminer par le diagnostic de la paralysie faciale. Alors, il existe 4 nucléi qui se distribuent à travers les différents récepteurs dans le corps. Alors, il existe 2 nucléi moteurs. C'est le brachiomoteur qui, à travers les SVE, commande les muscles de l'expression faciale, et puis le, le, le nucléus lacrymo-salivaire supérieur à travers les GVE qui va commander la sécrétion lacrymale. Voilà pour les fibres afférentes. Pour les fibres efférentes, il y en a essentiellement 2. Il y a des fibres GVA qui vont de l'oreille au nucléus trigéminal à travers les fibres GVA et qui conduisent la température, la douleur et le toucher, et les fibres SVA qui vont conduire le goût des 2 tiers antérieurs de la langue vers le nucléus solitaire. Alors, le nerf facial, il a plusieurs segments. Il y a le segment méatal, le segment labyrinthique, le segment tympanique, mastoïdien, et il se termine au stylomastoïde, au foramen stylomastoïde, avant d'envoyer la branche qui va innerver les muscles de l'expression faciale. Durant son trajet, il va donner des collatérales. Le nerf grand pétrosal va conduire des influx vers les glandes lacrymales. Le nerf stépilus est responsable du réflexe stépilus. La corde tympanique, eh ben, c'est elle qui va conduire les sensations gustatives à travers la corde tympanique vers les centres. Et puis l'expression moteur, elle est commandée par le brachiomoteur. Alors, il existe 4 niveaux de lésion du nerf facial. Donc, cette topographie permet de situer, en fonction de la symptomatologie et de la sémiologie, on peut situer la lésion, le niveau lésionnel. Alors, le premier niveau, le second, le troisième et le quatrième. Alors, nous allons les voir un à un. Alors, on peut tout de suite dire que le premier lésion commande la sécrétion lacrymale. Donc, une lésion à ce niveau, elle va entraîner une perturbation de la sécrétion lacrymale. Après le ganglion géniculé, une lésion à ce niveau, eh ben, elle va se répercuter sur le réflexe du stépidus. Immédiatement après la jonction du stépidus, une lésion à ce niveau va se répercuter sur la corde tympanique. Alors, si elle se répercute sur la corde tympanique, il y aura une perte de la sensation du goût. Mais si la lésion est au niveau du foramen, alors ce sont les muscles de l'expression faciale et c'est la paralysie faciale. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Donc, glande lacrymale,
le réflexe du stapylus. Alors, le réflexe du stapylus, il commande en fait la voix. Parce que quand le réflexe est altéré, eh ben, on entend sa propre voix. La corde tympanique, pensez à la langue, la sensation des deux tiers antérieurs, et après la branche motrice, pensez aux muscles de la face et à la périe faciale. Alors, quand le nerf grand prétosal est touché, eh ben, il y a une difficulté à fermer l'œil. On a dit que c'est les muscles oculaires qui sont touchés. Et un signe évocateur, c'est ce qu'on appelle les larmes du crocodile. Les larmes du crocodile, c'est le crocodile, quand il mâche, il libère des larmes. Pourquoi? Parce que dans la paralysie faciale, il y a ce qu'on appelle une fausse route. Il y a une fausse route et cette fausse route, elle entraîne un croisement des influx qui entraîne les larmes au cours de la mastication. Il y a aussi lieu de rappeler que le noyau du nerf facial brachiomoteur, il est juste à proximité du noyau de la sixième paire crânienne. Donc, ils sont juxtaposés l'un à côté de l'autre. Ce qui fait que quand l'un souffre, eh ben, l'autre manifeste des symptômes. Le corollaire, c'est il y a une atteinte de l'abducens, de la sixième paire nerf crânien, avec une diplopie horizontale. C'est le muscle latéral rectus qui est affecté. Voilà pour ce qui est du premier versant relatif à l'œil. Maintenant, nous allons passer au second versant relatif au réflexe stapylus. Alors, sur le plan anatomique, le muscle stapylus, il est à l'intérieur de l'os, de la pyramide, au niveau de l'oreille moyenne. Alors, ce muscle, il est attaché au collier de l'étrier. Donc, le muscle qui est attaché au collier de l'étrier, quand il se contracte, il va entraîner la déviation de ce bras de levier, et cette déviation de bras de levier va entraîner une modération de l'influx nerveux qui va aboutir au niveau de l'oreille interne. Cette réduction de l'influx nerveux permet de compenser les intonations de haute voix. Si ce réflexe, si ce muscle est paralysé, s'il est atteint, eh ben, la personne, elle va s'entendre en train de parler d'abord, premièrement, parce que ce réflexe, il permet de s'écouter soi-même. Et si ce réflexe est lésé, eh bien, la personne va entendre plus que la normale. Alors, plus que la normale, ça s'appelle une hyperacousie. On en arrive au troisième volet, c'est-à-dire avant la corde tympanique. Alors, nous avons déjà dit que la corde tympanique, c'est elle qui est responsable de conduire les deux tiers antérieurs de la langue en matière de goût. Donc, s'il y a une lésion à ce niveau, eh ben, la sensation du goût va être altérée et le malade ne va pas percevoir de sensation de goût. Le dernier volet, c'est la lésion au niveau du foramen, du foramen. Alors, la lésion à partir du stylomastoïde foramen, eh ben, elle va affecter le nerf de l'expression faciale, c'est-à-dire le temporal, le zygomatique, le nerf buccal, le nerf mandibulaire et le nerf cervical. Alors, tous ces muscles-là vont être affectés et on arrive à une asymétrie par la contraction des muscles vont provoquer une asymétrie au niveau de la face. Alors, la cause traumatique
de la paralysie faciale, il y en a deux types de fractures, les fractures longitudinales et les fractures transversales de l'os temporal. Alors, les fractures transversales, elles représentent 40 à 50%, alors que les fractures longitudinales ne représentent que 20%. Alors, quand elles sont simples, on traite uniquement la paralysie de Bell. Euh, En fait, on protège les yeux et on attend, parce que la latence, elle permet la récupération. Mais si la lésion est sérieuse, il faut alors conduire des études de la conduction nerveuse. S'il y a une décompression, il faut décompresser le nerf. Si la lésion est grave, on fait la chirurgie. Alors, pour ce qui est de paralysie de Bell, il y a une inflammation et cette inflammation, on la traite tout simplement par du repos et des corticoïdes pour diminuer l'œdème. Alors maintenant, comment différencier la lésion du motoneurone supérieur de celle du motoneurone inférieur? Une lésion centrale est caractérisée par une paralysie de la moitié de la face. Alors, dans la paralysie du motoneurone central, l'atteinte elle est contralatérale. L'atteinte elle est contralatérale et elle respecte le front. Alors, quand l'atteinte du motoneurone elle est centrale, ce n'est pas toute la moitié de la face qui est atteinte, c'est uniquement la partie inférieure c'est la demi-face en fait qui est atteinte. Et cette partie de la face, elle est respectée. Par contre, si la lésion du motoneurone est inférieure, eh ben, c'est toute la demi-face qui est affectée. Alors, premièrement, si l'atteinte du motoneurone elle est supérieure, c'est une lésion contralatérale. Si l'atteinte du motoneurone elle est inférieure, l'atteinte elle est ipsilatérale. Dans ce cas, contralatéral sans toucher les muscles du front, ici, c'est une paralysie totale de la moitié de la face, mais elle est ipsilatérale. Voilà la différence entre ce qui est motoneurone central, entre une lésion centrale et une lésion périphérique. Alors, une paralysie faciale et hémiplégie. Alors, étant donné qu'il y a un croisement, donc on aura une hémiplégie qui est contralatérale, alors que la paralysie faciale, elle est ipsilatérale. Pourquoi? À cause du croisement au niveau du pont. C'est le croisement du faisceau pyramidal. Donc, hémiplégie contralatérale, paralysie de la face ipsilatérale. Ça veut dire que la lésion, elle est au niveau du pont. Alors, au niveau du ganglion géniculé, il existe un faisceau de fibres qu'on appelle les fibres GBA qui vont, qui vont provoquer une synapse au niveau du ganglion géniculé avant de se conduire au niveau de l'oreille. Alors, les sensations de l'oreille sont conduites vers le nucléus trigeminal et à travers cette synapse. Alors, la première infection de l'herpès, elle est généralement inapparente, mais quand il y a une récidive, pour des raisons, par exemple, un herpès cataminial ou un herpès par le coup de soleil ou par la fièvre, alors cette réminiscence, cette récidive de l'herpès, elle va entraîner une douleur au niveau de l'oreille.
Cette douleur au niveau de l'oreille s'accompagne d'éruptions d'herpès et de saignements. Alors, ça s'appelle le syndrome de Ramsay-Hunt. En fait, les fibres, quand elles parcourent le canal facial à ce niveau, elles compriment le nerf facial et ils aboutissent à ces lésions. Alors, nous avons vu que le nucléus brachiomoteur du nerf facial est à proximité du nucléus du 6. Donc, ce voisinage entraîne des lésions euh, oculomotrices. Il faut également insister sur le fait que le conduit auditif interne qui connecte le tronc à l'oreille moyenne à travers le ganglion géniculé, et bien dans ce conduit, c'est le nerf brachiomoteur du nerf facial qui transite, mais il y a aussi les fibres cochléomotrices de la huitième paire. Ce qui fait que dans cet espace, il peut y avoir ce qu'on appelle le choanium, une tumeur, une tumeur du nerf auditif. Alors cette tumeur, elle est souvent bilatérale avec une perte de l'audition. Le schwannioma survient à cause d'une compression du nerf facial et ça donne des céphalées, ça donne des fourmillements au niveau de la face, une perte de l'équilibre et ça donne des bourdonnements. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne? Vos suggestions sont bienvenues. Merci.